voilà, j'espère qu'on va répondre à votre besoin effectivement de découverte, de curiosité, d'en savoir plus sur cette, super, méthode qui est vraiment une révolution positive dans l'accompagnement du changement. Et donc avant de commencer, la présentation théorique, je voulais juste vous demander, dans votre organisation actuellement, qu'est-ce que vous aimeriez, qu'est-ce que vous rêveriez de voir évoluer? Voilà, choisissez un sujet qui vous tient à cœur. Si vous aviez un sujet que vous voudriez vraiment, mettre en œuvre, quel serait ce sujet? Dans votre organisation et si vous ne faites pas partie d'une organisation, dans votre vie professionnelle, vie privée. Donc davantage de collaboration, la culture du feedback. Est-ce qu'il y a d'autres rêves, d'autres envies d'évolution? Plus de bienveillance? Voilà, si encore une fois, si vous n'êtes pas dans une entreprise, vous pouvez mettre, un sujet qui vous tient à cœur, voilà, dans votre vie. Mmh. Et voilà, et donc je vais passer au slide suivant. Alors là, vous voyez, sur cette image, par quoi votre attention est-elle attirée? Probablement par le rectangle rouge. En fait, ça fait vraiment partie de notre culture, dans notre quotidien professionnel et personnel. On a vraiment tendance à se focaliser justement sur ce qui ne va pas en fait, les dysfonctionnements, les erreurs, les frustrations, les manques. Et après, bah, une fois qu'on a identifié le problème, là, qu'on a vu ce qui n'allait pas, on a une tendance naturelle à foncer dans l'analyse du problème. Et on pense inconsciemment qu'en creusant ce problème-là, on va trouver des solutions. Malheureusement, c'est pas parce qu'on est expert des causes d'un problème qu'on est expert des solutions, en fait. Ça marche pour les trucs simples, genre, un appareil qui est en panne, effectivement, le réparateur va chercher la cause et le remplacer. Mais dès qu'on est dans l'humain, avec, la complexité de l'humain, ça fonctionne pas du tout parce qu'on n'a pas on n'a même pas, identifié la cause, qu'elle a déjà changé, évolué et que finalement on va pas du tout trouver des solutions adaptées. Et en plus, le fait de se focaliser sur ce qui va pas, ça nous empêche complètement, de voir ce qui va bien, en fait. Et l'idée force, en fait, de l'appreciative inquiry, c'est vraiment déjà d'étudier, en fait, les points verts, ce qui va bien, en fait, estimer, nos forces, pour, pouvoir les étendre, en fait, parce que finalement ces forces, une fois qu'on les a identifiées, on peut vraiment en faire un levier d'action et de progrès, pour l'ensemble, en fait, de notre activité. Et donc, ce terme appreciative inquiry, il a été, utilisé pour la première fois par David Cooper-Ryder qui était un doctorant, en sociologie des organisations, de l'université de Cleveland. Et en fait, dans sa thèse, de doctorat, il étudiait un hôpital et justement, il a eu cette idée, plutôt que d'essayer de résoudre les problèmes qu'il y avait, d'aller explorer, les services dans lesquels tout allait bien, qu'il y avait une bonne collaboration, une bonne satisfaction des clients, un flux optimal en fait de la gestion, des différents actes, et de voir quels étaient les facteurs de succès en fait. Et ça a vraiment donné, en fait, beaucoup de recherches et d'applications, dans plein d'organisations à travers le monde, aussi bien dans le monde éducatif que dans le monde, des ONG, que dans le monde associatif et bien sûr dans des grandes organisations, quelle que soit leur taille. Ça s'adapte vraiment, à tout type de taille d'organisation. Et donc, le principe de l'appreciative inquiry, ça vient du verbe to appreciate en anglais, c'est-à-dire estimer la valeur. Et quand on estime la valeur de quelque chose aussi, on augmente aussi sa valeur parce qu'on prend finalement toute la mesure de la préciosité de ce qu'on a déjà. Et puis le verbe to inquire, c'est-à-dire l'action d'explorer et de découvrir. Par exemple, pour pouvoir estimer la valeur d'une pépite,
une pépite d'or, par exemple, mais déjà, il faut déjà, l'avoir trouvée, en fait. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher ces pépites au sein de nos organisations et d'en estimer toute la valeur et une fois qu'on a estimé la valeur, vraiment de l'augmenter. Voilà, c'est vraiment ça la base de cette méthode et en fait, ce qui est très intéressant, je trouve, dans cette approche, c'est que dans les approches traditionnelles, de résolution de problèmes, en fait, on cherche quelque part un retour à la norme. Voilà, la voiture marchait pas, elle a une panne, on va essayer de résoudre le problème et voilà, faire en sorte qu'elle marche. Or, dans l'appreciative inquiry, en fait, on vise un dépassement de la norme parce que nous visons un futur désiré, qui est encore, mieux que ce qu'il y avait avant, en fait. On va voir ça un peu plus dans le détail et après la présentation théorique, je vous ferai part aussi, d'une de mes interventions pratiques, dans les organisations. Alors sur quoi repose cette méthode? Elle repose déjà sur l'analyse du cœur positif de l'organisation. Alors ça, en fait, le principe, sous-jacent derrière ça, c'est que finalement, dans toutes les organisations, il y a des choses qui fonctionnent bien et il y a des choses en fait, qui lui donnent son énergie et qui permettent de se développer. Donc on va vraiment aller, étudier ça et on va aller l'étudier d'une façon, originale en fait, qui fait aussi, vraiment l'ADN de cette méthode et on en parlera tout à l'heure. Et alors c'est quoi le cœur positif d'une organisation? C'est tout ce qui fait, les racines de son succès, en fait. Donc ça peut être, soit par exemple un leadership inspirant, peut-être une position concurrentielle favorable, peut-être des super produits, des clients fidèles, une capacité d'innovation exceptionnelle, un corps social soudé, peut-être aussi, des partenariats que cette entreprise a qui sont, voilà, particulièrement valables, peut-être un savoir-faire, spécifique. Ou au contraire des valeurs fédératrices, une efficacité opérationnelle, que sais-je, une solidité financière. Voilà, il y a plein de possibilités, hein, qui fait les racines du succès, mais c'est important d'aller les chercher et de se dire: «Voilà, c'est pour ça que notre entreprise, a réussi jusque-là, qu'elle est pérenne». Qu'est-ce qui jusque-là nous a permis, de maintenir cette cohésion, cette rentabilité et même si aujourd'hui, il y a peut-être des choses qu'on peut améliorer, si on est là aujourd'hui, c'est bien qu'on a créé des choses positives et qu'on a des forces, en fait et c'est vraiment, d'aller, s'appuyer sur ces forces vives. Voilà et on va voir, au-delà de cette intention-là qui est très, très importante, c'est aussi la manière dont on va dérouler, en fait, le processus de l'appréciative inquiry qui va faire que, il va y avoir vraiment, des partages qui vont créer de l'enthousiasme, de l'engagement et de la créativité. En fait, c'est une méthode qui va permettre de générer des émotions positives et dans émotion, il y a la notion de motion qui est mouvement et qui génère du passage à l'action. Voilà. Est-ce que jusqu'à présent, là, est-ce que vous avez, peut-être, un commentaire, une remarque? Voilà, n'hésitez pas, hein, au cours de la présentation, si vous avez, une question, une remarque, ou un témoignage, voilà, ou que ça vous évoque quelque chose, toujours, sentez-vous libre de mettre des choses dans le chat et on prendra, les remarques ou les questions au fur et à mesure. Merci, cohérent et enthousiasmant, super. Alors, voilà, donc je vais venir un peu plus vous détailler les principes fondateurs de l'appreciative inquiry. Alors, le premier, il vient pas forcément en premier d'habitude, mais moi je l'aime beaucoup, donc je l'ai mis en premier parce que ça me correspond aussi, et c'est vraiment ma vision du monde, cet œil positif, et optimiste sur les choses. Donc c'est le principe positif génératif et ça, c'est vraiment très important et ça a été longuement étudié, par beaucoup de psychologues aussi, depuis, la découverte, enfin la mise en œuvre de cette méthode, c'est que nos émotions et nos pensées positives nous mettent vraiment en situation de libérer notre énergie et notre passion pour coopérer et donner ainsi naissance à nos meilleures idées. Donc en fait, en étant focusé sur des résolutions de problèmes, on va peut-être y arriver, on va peut-être finir par un problème, mais finalement, c'est un peu plombant, quoi. Tandis que quand on donne un aspect positif,
heu et bien là, on s'ouvre et on peut vraiment être beaucoup plus innovant et c'est vrai que les entreprises aujourd'hui, elles ont vraiment besoin d'avoir ces marges d'innovation et c'est pas juste rester dans la norme, parce que ça finalement, c'est plus possible et la norme est en train de complètement voler en éclats et donc on a vraiment besoin de se connecter à cette énergie vitale qui a au centre de chaque personne et qui est constitutif aussi du collectif. Alors je vais vous donner des exemples concrets, ce que j'appelle, le principe positif génératif. Par exemple, il y a des missions, d'appreciative inquiry pour lequel, le trigger, en fait, le déclencheur, par le commanditaire, c'était, réduire le taux de réclamation client. Bon, bah, je ne sais pas vous, mais réduire le taux de réclamation client, on réduit, heu, un taux de réclamation, c'est un peu plombant, quoi, comme formulation. C'est pas, hyper excitant. Bon, c'est sûr, il faut le faire, hein, avoir un taux de réclamation client mauvais, c'est compromettant pour l'avenir de la société. Et alors si on traduit ça en aspiration, on peut dire: «Comment enchanter nos clients?» Alors comment enchanter nos clients tout de suite? Bah, c'est quand même plus motivant et puis du coup, c'est pas seulement qu'il n'ait pas de réclamation, c'est aussi, qu'ils se sentent particulièrement, choyés et voilà et valorisés donc voilà. Donc c'est vraiment, transformer, l'aspect problématique en un aspect, aspirationnel, en fait. Alors je vous donne un autre exemple aussi qui m'est cher. Par exemple, une entreprise, dans lequel il y a beaucoup de burn-out, de stress et cetera, peut nous demander comment lutter contre les risques psychosociaux. Ça, c'est un grand classique en ce moment, hein, puisque, c'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes, voilà, de malaise aussi avec le télétravail et tout ça. Et l'idée, en fait, de l'atelier Appreciative Inquiry, on va plutôt mettre l'accent sur comment nous épanouir ensemble dans un travail qui ait du sens. Voilà. Et clairement, si on s'épanouit ensemble dans un travail qui a du sens, clairement, on va trouver des idées pour diminuer les risques psychosociaux. Vous voyez, l'un n'empêche pas l'autre. C'est pas qu'on occulte le négatif, c'est qu'en fait, on le transforme en quelque chose qui est plus motivant et engageant en fait, tout simplement quoi et qui permet aussi d'aller au-delà. C'est pas seulement, heu, enlever les risques psychosociaux qu'on veut. C'est vraiment, avoir une vision du collectif épanouissante, et inspirante. Voilà, donc ça c'était le 1er principe où je suis très enthousiaste, vous voyez? Parce que pour moi c'est très, générateur justement. Et le second principe de l'appréciative inquiry, c'est le principe poétique. Alors celui-là aussi, est important parce que l'idée derrière, c'est que toute situation peut être perçue d'une façon nouvelle. Voilà et du coup, c'est laisser la possibilité, de créer quelque chose de nouveau, en fait, à partir de ce qui existait déjà. On l'a vu, moi il y a un exemple, que j'aime bien, c'est quand il y a eu, l'incendie, de la cathédrale Notre-Dame. On a vu, tous les projets des différents architectes, très différents les uns les autres, qui amenaient justement plein de possibilités, en fait et finalement heu, par rapport finalement aux entreprises, c'est pareil. Si on laisse, finalement chacun exprimer ses idées, à travers des outils aussi, de créativité, on peut se rendre compte qu'il y a une richesse incroyable en fait, un puits d'innovation possible, qu'il faut absolument, laisser s'exprimer. Après on mettra en œuvre, ce qui est adéquat, hein. Il ne s'agit pas de tout mettre en œuvre, hein. Par exemple, voilà la cathédrale Notre-Dame, on choisit à un moment donné et puis voilà, on fait ce qui est juste, mais le fait d'ouvrir en fait, les valves de l'imaginaire, est puissant et riche, de possibilités. Karine, il Oui? y a une question, je pense, une question de Laurence qui dit: «C'est aussi très ambitieux», entre parenthèses, trop. Est-ce que c'est trop ambitieux? Alors je ne sais pas exactement de quoi elle parle, mais voilà, je peux réagir D'accord. aussi. Alors là justement, c'est très merci beaucoup pour cette question. Justement, à l'appréciative inquiry, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on ouvre effectivement, le rêve quelque part, les possibilités et après c'est une approche aussi extrêmement pragmatique. On va le voir après dans l'exemple concret, c'est-à-dire qu'à la fin, on débouche sur un plan d'action concret que l'entreprise peut réellement mettre en œuvre. Voilà.
Mais passer par cette phase où on ouvre d'abord les possibilités et en fait, finalement la malle, la malle des, heu, des instruments, c'est une phase absolument nécessaire parce que sinon on va tout de suite vers du pratico-pratique et on se perd, en fait, on perd, plein d'idées qui sont peut-être tout aussi faciles à mettre en œuvre, mais plus engageantes, et plus inspirantes pour le corps social. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu tout à fait à la question. Je pense qu'au fil de la présentation, ça va se préciser et on va voir justement, l'aspect pratique, de ça. Heu, donc pour continuer sur les principes fondateurs de l'appreciative inquiry, il y a le principe du constructionnisme social. Pardon, j'ai du mal à le dire. Alors ça, aussi, c'est très important. C'est de se dire, que pour un collectif, en fait, hem, la réalité se construit en permanence et même pour un individu, hein, c'est vrai aussi, à travers nos interactions et le partage de nos points de vue. Et par exemple, en entreprise, si on dit: il faudrait qu'on collabore mieux». Voilà, j'ai vu, je crois qu'il y avait ça comme élément. Alors collaborer mieux, beh, finalement, chacun a son idée de ce que ça veut dire, en fait. C'est pas forcément, la même chose pour tout le monde. Et c'est vraiment en échangeant sur une définition partagée, en co-construisant finalement, ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça veut dire concrètement en termes, de comportement attendu dans l'entreprise, qu'on va pouvoir, réellement avoir une définition partagée et concrète, et que ça va être porteur de sens, en fait. Finalement, le sens n'est jamais donné d'avance, c'est vraiment une construction de la réflexion humaine et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'entreprises, on se plaint que les les salariés ne sont pas assez engagés, qu'ils ne sont pas motivés. Mais en fait, c'est justement en les en participer, en les impliquant, en les laissant s'exprimer, qu'on arrive à construire, ce sens pour chacun et chacun adhère d'autant plus facilement qu'il a vraiment, participé finalement à la co-construction de ce qui est proposé dans l'entreprise et c'est comme ça, c'est en permettant, cette co-construction, qu'on arrive à embarquer tout le monde en fait. Parce que si on colle des choses, des valeurs d'entreprise par exemple, si on les colle, ou un projet d'entreprise, c'est sûr que c'est voué à l'échec quoi. Si c'est un consultant qui arrive, qui met des beaux slides et puis qui met des belles valeurs, voilà, ou qui propose des ça marche pas et c'est aussi pour ça qu'il faut le refaire régulièrement parce que s'il y a du turnover, qu'il y a des nouvelles personnes, de se reposer sur qu'est-ce qui fait sens, qu'est-ce qui fait l'ADN de notre entreprise et qu'est-ce qu'on veut, construire pour l'avenir. Voilà, j'avance sur le principe de simultanéité. Principe de simultanéité, ça veut dire que, dès qu'on pose la question, en fait, Heu, ça permet déjà de résoudre, enfin d'avancer vers la résolution de la question. C'est-à-dire que, par exemple, si on pose la question, que je prenais tout à l'heure, comment nous épanouir ensemble dans un travail qui fait sens? Bah, clairement, le fait même de se poser cette question, notre cerveau déjà il se met en marche et on se dit: «Qu'est-ce qu'on pourrait faire?» On commence à trouver des solutions, en fait. Donc voilà, donc c'est pour ça que c'est important de poser les bonnes questions et de se poser des questions, en tout cas, sur notre avenir, pour pouvoir avancer vers la direction choisie. Et ça aussi, la direction, vous voyez, c'est encore, une fois, la notion de sens, en fait, vers où on va et c'est aussi, bien sûr, ce que nous donne le principe suivant, le principe d'anticipation. Heu, le principe d'anticipation qui pose que, c'est les images et les représentations du futur, en fait, que nous avons en tête qui nous guident vers ce futur désiré, en fait. Si on ne se projette pas vers un futur inspirant, en fait, on ne sait pas où on va et c'est pas bah, c'est sûr, on n'est pas super motivé, quoi. Voilà, donc anticiper ce vers quoi on veut aller, et garder, en fait, notre concentration sur cette intention, c'est vraiment primordial pour nous donner cette énergie, vers l'action. Et enfin, le principe de complétude, c'est que pour que ça marche bien, en fait, dans un système, c'est important de prendre en compte la totalité du système avec toutes les parties prenantes. Alors, par exemple, dans l'exemple que je donnais tout à l'heure, comment enchanter nos clients, c'est important, dans la démarche d'aussi impliquer les clients, par exemple, de leur demander aussi qu'est-ce que ça serait pour eux, le service idéal. Voilà, donc voilà, ça c'est dans beaucoup d'entreprises maintenant, on l'a bien intégré, on le fait et encore une fois, c'est pareil, c'est dans des entreprises, par exemple, sur le management,
souvent on se met à former les managers. C'est très bien de former les managers, mais il faut aussi, heu, former les salariés, en fait. Les salariés et leur demander quel type de management ils voudraient. Si on fait que, on s'occupe que de la couche managériale, bah, forcément, c'est plus compliqué d'embarquer la totalité du corps social, en fait. Et c'est en impliquant tout le monde, finalement, qu'on arrive vraiment à se créer un futur commun, désirable et engageant pour tous. Voilà. Karine, Donc juste une oui, question dans le chat, une personne qui n'a pas, trop suivi le principe de simultanéité. Si tu peux d'accord. Alors je vais redire, le principe de simultanéité, ça veut dire que le changement commence dès qu'on se pose la question. C'est-à-dire rien que le fait de poser une question, on commence déjà à trouver, des solutions, en fait. Par exemple, si on le fait de s'interroger, je reprends un autre exemple, sur, voilà, la qualité de vie au travail, par exemple. Le fait qu'on se dise qu'on va s'interroger là-dessus, ça veut dire que tout d'un coup, la qualité de vie au travail, c'est un sujet d'intérêt. Alors que peut-être qu'avant, on ne s'y intéressait même pas, par exemple. Et du coup, à partir du moment où on pose, en fait, heu, une question sur un sujet, ça veut dire que ce sujet commence à être traité, en fait. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Je ne sais pas si j'ai répondu bien à la question. Voilà, donc ça, c'est les 6 principes fondateurs de l'AI. Donc là, c'est un peu théorique. On va voir maintenant concrètement comment se passe une intervention AI. Heu, donc alors voilà. Donc il y a plusieurs phases, en fait, c'est un processus en 5 phases. Donc le la première phase, qui est très, très importante, c'est décider du thème clé sur lequel on va travailler pendant l'intervention. Et donc ça, c'est une phase qu'on fait, en début d'intervention, avec, le commanditaire et puis un groupe de projet et justement de définir vraiment, quel va être, le thème sur lequel on va concentrer, nos efforts. Donc est-ce que ça va être, la qualité de vie au travail? Est-ce que ça va être, la satisfaction, l'enchantement des clients? Voilà, choisir, par rapport, à l'état dans lequel est l'entreprise à ce moment-là, qu'est-ce qui fait le plus de sens, de travailler pour elle? Ensuite, on va passer à la phase découverte, pour justement trouver ce que je vous expliquais tout à l'heure, les forces déjà actuelles de l'entreprise. Et là, c'est une démarche, qui est tout à fait intéressante et vraiment bluffante, hein. Bluffante, pour l'avoir vécue plusieurs fois, en animation dans les entreprises. C'est incroyable ce qui ressort de cette phase. Donc comment ça se passe en fait? C'est une phase où on va faire se rencontrer, tous les acteurs de l'entreprise par binôme en fait. Et dans le binôme, heu, chacun en fait va être amené à raconter une histoire, d'une expérience, positive par rapport au sujet. Par exemple, si je reprends la qualité de vie au travail, on peut dire, heu, enfin je vous le donnerai aussi dans l'exemple plus tard. Je donnerai un exemple plus tard. Donc en gros, sur la problématique, chacun va être, amené et le fait qu'on fasse des binômes, donc c'est vraiment un dialogue de personne à personne, d'âme à âme, ça génère en fait une confiance. Chacun se sent aussi, reconnu et écouté. Donc cette personne, on va lui demander ses expériences positives déjà vécues sur le sujet. Donc là, ça le met dans une émotion aussi positive et ensuite, on va lui demander quels seraient ses souhaits pour l'avenir. Voilà. Quelles sont les forces que lui a mis en œuvre pour, atteindre finalement le succès qu'il a déjà eu et quels sont ses souhaits pour l'avenir. Et du coup là, à travers cette phase découverte, on va avoir, une panoplie, d'idées, heu, de succès déjà réussis et de succès, désirés pour l'avenir, en fait. Donc on va avoir, énormément de matière, en fait, pour, alimenter, en fait, nos ressources pour résoudre le problème de l'entreprise. Ensuite, on va construire et c'est là où on va faire un peu l'entonnoir, donc là, c'est le rêve, c'est la découverte. On va construire, sur ce que ce serait, ce que ça pourrait être dans notre entreprise et donc on va construire, heu, la vision vraiment claire, orientée vers des résultats en relation avec, le potentiel qui a été découvert à travers les questions, de la phase découverte et en fait, pour nous guider dans cette phase, on va vraiment se poser la question de la finalité aussi dans ce qu'on fait, en fait. L'idée, c'est vraiment d'engager les participants,
à visualiser un futur souhaitable, en fait. On va faire la synthèse de toutes les idées recueillies pendant la phase découverte, et on va les trier, les organiser pour pouvoir ensuite, les construire, en fait, les traduire en plan d'action concret dans la phase décision. Donc la phase décision, qui est aussi appelée phase design, hein, dans certains modèles, heu, c'est créer vraiment les propositions, concrètes pour cette entreprise qui vont amplifier les forces positives et permettre de réaliser le rêve nouvellement exprimé. Voilà, j'en dis pas plus pour l'instant parce que je préfère vous en dire plus à travers de l'exemple concret. Et enfin, très important bien sûr, c'est la phase, de mise en action, de déployer ce qui sera et de suivre, la mise en œuvre de ces actions. Et en fait, le fait qu'on ait, intégré tout le monde, c'est-à-dire que chacun a pu s'exprimer dans la phase découverte et ça, c'est très, très précieux parce que souvent dans les organisations, il y a des personnes qui sont, voilà, plus grande gueule, qui vont donner leurs idées et un peu écraser, d'autres personnes qui sont plus introverties. Et là, en fait, on donne vraiment l'occasion à chacun de s'exprimer et du coup, en fait, il y a souvent des pépites qui sont découvertes à ce moment-là et qu'on peut faire grandir jusqu'au plan d'action. Voilà, donc là, c'était pour, j'en ai fini pour cette présentation. Bon, c'est court, hein, forcément, puisque, voilà, on est, dans un webinaire et maintenant, je voudrais vraiment vous partir sur un exemple concret de mise en œuvre que j'ai eu le plaisir, d'animer dans une entreprise. Mais jusque-là, voilà, je ne sais pas si vous avez, d'autres questions, heu, des demandes de précision, voilà, sinon je passe sur l'exemple. Oui, n'hésitez pas effectivement à poser des questions directement, dans le chat ou à l'oral, hein, sur, peut-être effectivement des précisions complémentaires ou quoi. Donc c'est bon pour vous? On peut prendre un petit temps pour reprendre aussi sa respiration et je vais passer donc à l'exemple de mise en œuvre. Heu, Donc c'est alors attends oui, juste, on nous dit: «OK pour l'exemple» et après c'est proche de l'orientation solution. Est-ce que ça te parle? oui, 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 bien sûr, mais ce qui fait, enfin, ce qui fait la spécificité, c'est sans doute, la façon dont ça se déroule, enfin, je pense. Enfin, voilà, on va voir. Après, je vais exposer mon exemple et puis, après, je serai ravie d'échanger, à nouveau sur cette question. Donc en fait, c'est une entreprise, qui avait un vrai souci, enfin l'enjeu, la demande initiale, c'était améliorer la qualité de vie au travail, parce qu'en fait, il y a eu un sondage dans l'entreprise. Il y avait pas mal de tensions, de turnover, et le dernier sondage de satisfaction disait sur les items que je vais vous citer, donc: «Mon entreprise favorise un bon équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle». Il y avait que 28 de réponses favorables et les dirigeants se préoccupent du bien-être des salariés, il y avait seulement 32 de réponses favorables. Voilà et au-delà de ça, c'est clair que ça posait quand même des problèmes, il y avait des burn-out, il y avait beaucoup de turnover, d'absentéisme et le piège à éviter absolument, en fait, pour cette entreprise, c'était de lister tout ce qui ne va pas, en fait. Parce que là, ça aurait renforcé encore le mécontentement, et ça aurait été, assez embêtant, quoi. Et donc l'entreprise, souhaitait vraiment une intervention courte et rapide, mobilisatrice et qui soit aussi, l'occasion vraiment de resserrer les liens entre les personnes. Il y avait un peu une défiance entre la direction et les salariés. Voilà. Donc, l'accompagnement que j'ai proposé à cette entreprise était en 3 étapes. Donc une partie orientation avec un cadrage et la réunion du groupe de travail, la journée atelier que je vais vous détailler et le suivi. Voilà, c'est très important de vraiment, garder, ce fil conducteur en fait pour, prendre toute, la mesure en fait de l'efficacité de la méthode. Donc la réunion de cadrage, elle est très importante justement pour poser,
la question en fait principale qu'on va poser durant la journée atelier. Heu et par exemple, là, plutôt que de dire, heu, on souhaite améliorer la qualité de vie au travail, bon, ce qui est très bien en soi, hein, déjà, c'est, la question qui a été, choisie, c'est: «Que pouvons-nous faire collectivement et individuellement pour travailler ensemble avec plaisir?» Et vous voyez, ça change complètement la donne. Parce qu'en fait, la qualité de vie au travail, c'était un peu vu, on attend que l'entreprise nous donne plus de ceci, plus de cela, que les dirigeants fassent plus de ceci. Or, si on dit: «Que pouvons-nous faire collectivement et individuellement pour travailler ensemble avec plaisir?» Ça veut dire qu'il y a une co-responsabilité. Tout vient pas de l'entreprise, ça vient aussi des individus et de leur attitude, en fait. Donc il y a vraiment une co-responsabilité pour faire en sorte que ce travail futur soit agréable et travailler ensemble avec plaisir. La notion de plaisir dans le travail, c'est aussi ça qui lui donne du sens, hein. Vous savez, le mot «sens», a 3 significations. C'est la direction, c'est la signification, mais aussi, la sensation et la sensation positive donne aussi tout son sens au travail. Travailler finalement, juste par contrainte pour gagner sa vie, c'est pas super engageant, quoi. On le fait, mais on y va avec des semelles de plomb, voilà. Donc donner cette vision, du futur où on va travailler tous ensemble avec plaisir, ça donne déjà, voilà, cette orientation d'anticipation d'un futur souhaitable. Donc vous donner un peu plus, de détails sur cette journée atelier, en fait, donc j'avais commencé, par un temps inspirant, sur, les bonnes pratiques en termes de qualité de vie au travail et de la culture, de ce qu'on appelle la culture du care, hein, c'est-à-dire prendre soin, voilà, pour inspirer un peu. C'est facultatif, mais c'est toujours, bien de donner aussi, en amont quelques idées et ensuite, du coup, heu, donc on a déroulé, les phases de la méthode de l'appréciative inquiry que je vous ai présentée en théorie, tout à l'heure et donc ça commence par ces fameuses interviews en binôme, en fait, dans lequel chacun, interviewe, une autre personne. Donc on essaye de mixer, en fait, des gens qui ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble et là, du coup, on va complètement au-delà des hiérarchies, des statuts, des fonctions. Donc ça crée vraiment du lien, d'humain à humain, au-delà même du rôle dans l'entreprise, en fait et ça, c'est vraiment précieux, ce temps d'échange, exceptionnel, hein, finalement, peut-être entre des gens qui ne se seraient jamais parlé. En tout cas, jamais parlé, comme ça sur un sujet de fond, sans cette mise en situation et donc on leur demande en fait, dans ces interviews croisées, donc il y en a un qui fait, le rapporteur, et qui va écouter avec, une grande attention, ce que va lui dire l'autre personne. Parce qu'en fait, c'est lui qui va être chargé ensuite de restituer, ce que son interviewé a dit. Donc du coup, il prend des notes, il est hyper attentif et ça pour celui, qui parle, c'est hyper précieux de se sentir reconnu et écouté et déjà ça, rien que ça, c'est un ça procure, un élément de lien et de connexion, à un autre niveau, pour les personnes qui le vivent et on leur demande à ces personnes interviewées: «Racontez-moi une histoire ou une expérience dans laquelle vous avez initié ou participé à une action en faveur de la qualité de vie au travail, la vôtre, celle de vos collaborateurs ou collègues, et cette expérience a été particulièrement enrichissante et plaisante et vous a procuré de la satisfaction. Voilà, donc ça peut être plein de choses, ça peut être des petites choses, hein, ça peut être, organiser par exemple, je ne sais pas moi, un apéro Zoom, fêter un anniversaire, enfin, ça peut être, des tas de choses, avoir un petit signe, organiser le matin, un good morning call, enfin voilà. Chacun va peut-être, avoir des idées différentes de quelque chose que lui a initié ou, a vécu, qui favorise ça et donc là, on va avoir, vraiment plein de choses déjà, expérimentées dans l'entreprise, en fait et c'est là où on recueille les pépites et ensuite on dit, quels ont été les ingrédients de réussite, de cette expérience et quelle satisfaction vous en avez retiré et du coup, ça veut dire qu'on se remémore cet état émotionnel positif. Donc là, on est bien déjà, là, on est chargé à bloc, on est énergisé, on est relié à justement ce qui donne vie en fait, à notre travail ensemble
Et à partir de là, on demande quels seraient les souhaits pour que ça soit encore mieux que cela demain ou que ça soit étendu. Voilà. Donc c'est comme vous voyez, c'est un processus qui est vraiment basé sur la narration et qui permet vraiment un dialogue authentique entre les parties prenantes. Ensuite, à partir de ces interviews, donc on se remet en petits groupes. Donc c'était des groupes de 6 personnes où chacun des intervieweurs restitue ce que son interviewé a dit. Donc il y a des réciproques, hein, évidemment, on change les rôles. Et du coup, en groupe de 6, on partage et on note en fait, on prend note sur un Google Slide par exemple, si c'est en visio, sinon c'est en présentiel sur un PowerPoint. On note tous les souhaits en fait qui ont été récoltés par les uns et les autres. Et là encore, en fait, à 6, ça tisse des liens parce que chacun, finalement, prend connaissance des réussites, des succès ou des expériences positives des autres et aussi des souhaits des autres. Voilà. Ensuite, la troisième étape, c'est à partir de ce listing finalement de choses inspirantes, on propose un temps de créativité pour illustrer en sous-groupe en fait toutes ces idées. Et le fait de passer par, alors là, vous voyez, c'est un atelier que j'avais animé aussi pour un congrès RH. Donc là, on l'avait fait sous forme, c'était sur un paperboard, c'était pas encore en temps de Covid, donc voilà, avec des collages, des images. Ça peut se faire aussi via un Google Slide. Et en distance, ça peut aussi, c'est incroyable parce que les gens sont finalement sont innovants en fait et trouvent des choses créatives. Ça peut être créer un petit poème, une histoire, un dessin, enfin voilà, les gens ont des ressources incroyables et le fait de passer par quelque chose qui est différent, qu'on n'a pas trop l'habitude d'utiliser dans l'entreprise, là encore, ça ouvre des possibilités et ça crée du lien, qui sont vraiment très vivifiants, pour designer en fait, déterminer, une vision partagée du futur. Voilà. Donc, je vais pas m'étendre plus. Attendez, oui, donc oui, si, non, très important, donc je vais finir quand même. Donc à partir de ces représentations, créatives, ensuite, en fait, on passe à l'étape plan d'action, très important. Donc là, chaque groupe présente, en fait, ses œuvres. On prend la synthèse de tout ça, donc on écrit, toutes les meilleures idées qu'on retient. Après, on peut choisir une méthode pour sélectionner finalement les 4 à 5 sujets qui vont être retenus. Donc là, concrètement, dans cette entreprise, on a abouti sur des choses très concrètes. Par exemple, pas de réunion après 18 heures, alors que c'était une pratique habituelle dans cette entreprise. Euh, pas de SMS du manager le week-end. Vous voyez, se mettre d'accord sur les nouvelles modalités du télétravail. Enfin, vous voyez, ça peut être vraiment des choses très concrètes et au final, pas forcément non plus des choses ouf et complètement délirantes, mais au moins, les choses qui ressortent et qui sont mises en œuvre, elles ont été vraiment discutées ensemble euh, et, et co-construites en fait. Voilà, c'est ça qui fait la force de la méthode. Et ensuite, finalement, on a aussi a fait un appel à candidature sur chaque élément qui ont été choisis pour qu'il y ait un pilote qui soit garant que cette action va être bien mise en œuvre en fait. Et ensuite, du coup, il y a une étape de suivi pour vérifier que voilà, tout ça rentre bien en œuvre et pour soutenir en fait le groupe de pilotage qui met en place ces actions. Donc, quels sont les bénéfices de la démarche? Alors, c'est déjà ce plan d'action, ce fameux plan d'action à la fin, il est co-construit hyper rapidement en fait, puisque là, finalement, à la fin de l'atelier, ils sont repartis avec 5 items qu'ils allaient mettre en œuvre directement après l'atelier, avec une personne responsable par élément et une vision claire de ce qu'ils voulaient pour demain. Il y a aussi des liens forcément qui ont été renforcés et un sentiment d'appartenance en fait à ce collectif. Et aussi, surtout, enfin surtout en plus, une modification durable de l'être ensemble. Voilà, j'ai fait ça, c'est-à-dire que les personnes qui se sont parlé là pendant ce longtemps, du coup, elles se connaissent maintenant. Elles ont plus de facilité pour travailler ensemble
et pour mettre en œuvre de nouvelles choses aussi par la suite, sur tout un tas de sujets. Voilà. Je ne sais pas, donc là, j'ai fini, pour l'exemple. Je ne sais pas si vous avez des questions, si ça vous évoque? Hem, Il y a des questions. Première Très bien. question, comment s'intègre le processus en 5 phases et l'accompagnement en 3 étapes? Lequel s'intègre à l'autre? Oui, oui, très bien. Donc en fait, les 5 phases font partie de l'étape 2 du processus. Je vais revenir un petit peu. Hem, voilà, ici, en fait, vous voyez, donc il y a oh mince, j'ai perdu, je vois plus rien. Oui, donc là, il y a les 3 étapes, c'est l'orientation, la journée atelier et le suivi, et l'appréciative inquiry, c'est vraiment, la journée atelier. En fait, dans l'orientation, on fait la phase 1 définition, en fait, la définition de la question. Voilà, donc dans l'orientation, on fait la phase 1, la définition, et après, dans la journée atelier, on fait les 4 phases qui sont les interviews en binôme pour découvrir les pépites, le partage en sous-groupe, la vision partagée pour, designer, ce qu'on va faire, et le plan d'action, qui est la décision et la mise en œuvre. Est-ce que ça va là? C'est clair pour vous? Moi, je peux poser une question? Attends, Oui, mince. Bonjour. Attends, je vais mettre ma vidéo quand même, si je suis content. Oui, bonjour. Ça te prend combien de temps, en fait, de faire ce protocole, ce processus dans l'entreprise en termes de durée? alors là, c'est une très, très bonne question et Oui, c'est très variable, parce que, là, j'ai un collègue qui a déroulé, cette méthode, dans une entreprise où, c'était des ingénieurs et la partie créativité, par exemple, ils se sont accordés carrément une demi-journée pour faire ça. Ils ont fait des maquettes, des choses assez complexes. Moi, l'exemple là que je vous ai présenté, l'atelier en lui-même durait 2 heures et demie. Voilà. Après, il y a la phase de préparation, hein, la première phase, je pense que c'est bien de compter 2 heures, voilà, pour vraiment bien préparer, donc sur la première étape, et l'atelier en lui-même, voilà, 2 heures et demie, je pense que c'est vraiment un minimum. Après, effectivement, si on a une journée entière, c'est encore mieux, hein, mais ça dépend, de chaque entreprise et du temps qu'elle veut aussi, allouer à ce genre d'activité. mais excuse-moi, je poursuis, Karine, si personne, enfin, si c'est possible. Mais quand tu parles du suivi, parce que on sait que les gens, pour ce genre de proposition, d'être dans le positif, dans ce qui réjouit le cœur et qui fait être créatif, ça booste, mais ça peut très vite retomber. Est-ce que quand tu fais un suivi quelques temps après, tu vois, c'est quand je pose la question sur la temporalité, c'est pour savoir si comment c'est cadré dans le temps et comment tu peux valider que ça a bien fonctionné. Moi, je dirais que la réunion de suivi, c'est bien de la faire 15 jours après. Je la C'est ce fais que 15 tu jours fais. après. Oui, Ouais. oui, et par contre, il faut que quand on part, en fait, de l'atelier, quand on part de la journée atelier, il faut que ça soit très clair, en fait, quelles actions vont être menées, qui va être le pilote de l'action et quelle est leur prochaine réunion sur le sujet, en fait. Eux-mêmes commencent déjà à s'organiser. Il faut vraiment qu'ils Ok. se mettent directement dans Ah l'action oui. parce que sinon, Ah effectivement, oui. Heu, voilà. Donc et là, il faut vraiment qu'ils prennent un engagement à ce moment-là. Oui. Mais comme en fait, c'est vraiment un engagement volontaire, Mm. bah, ils ont à cœur et puis ils se positionnent en tant que pilote du sujet qui leur tient le plus à cœur. Mm. Et toi, Donc tu reviens forcément, ils pour sont une. motivés. Et Voilà, tu mais reviens pour moi, une piqûre de rappel après, voilà, 15 c'est jours ça. après. Ouais, tout à fait. Ok, merci. Et le suivi, c'est vraiment au niveau du groupe de pilotage, hein, on reprend pas tout le monde, hein. Voilà. Karine, Oui. j'ai une question. Je suis Oui. désolée, je n'ai pas parfaitement suivi, hein, donc peut-être tu y as déjà répondu. Mais sur les 3 étapes, sur la première qui me semble intéressante, c'est définir effectivement, tu disais par exemple, on voulait travailler sur la qualité de vie au travail et finalement, on a commencé à trouver, je crois que tu as dit qu'on voulait travailler mieux ensemble, enfin, je ne me rappelle plus de ton exemple. Sur la partie donc orientation cadrage, comment tu travailles là-dessus? Est-ce que ta méthode déjà
impacte cette partie orientation? Je ne sais pas si je suis claire dans ma Si, question. si, c'est très clair. En fait, ce qui est important là-dedans, c'est déjà, effectivement, bon, on a un premier rendez-vous, on présente la méthode avec le commanditaire, donc c'est, soit la DRH, soit ça peut être aussi, le directeur, par exemple, d'une branche, opérationnelle ou peu importe, hein, ou R&D, enfin voilà, le directeur d'un département d'entreprise, ou même un PDG, hein, bien sûr, qui souhaite faire avancer, son entreprise. Donc le cadrage, d'abord on présente la méthode et ensuite, en fait, la réunion du groupe de pilotes, c'est de mettre les bonnes personnes, qui vont avoir envie aussi, finalement d'accompagner en fait le processus. Donc on leur explique un peu le processus, parce que quand on fait les sous-groupes là, bon je vous ai pas donné tout le détail, hein, parce qu'on n'a pas forcément le temps, c'est bien qu'il y ait quelqu'un, qui soit garant de la méthode. Donc par exemple là dans l'exemple que je vous ai donné, il y avait 5 sous-groupes, et du coup j'avais, dans le groupe de pilotage, il y avait une personne par sous-groupe, qui était sensibilisée déjà en amont à la méthode et qui s'assurait que le déroulé se passe bien. Donc c'est vrai que dans la réunion du groupe de pilotage, et c'est pour ça que la méthode commence là en fait, on commence déjà par s'interroger sur qui on veut impliquer, dans ce processus. Et c'est pas forcément, d'ailleurs, c'est ça qui est assez marrant, c'est pas forcément les gens qui sont, au départ le plus convaincus, du truc. Au contraire, des fois des gens qui, au départ, ils n'y croient pas trop. Là, dans l'exemple que je vous ai donné, il y avait une des dirigeantes, pour qui, faire de la créativité, là, elle voyait pas trop l'intérêt, et cetera, et elle comprenait pas pourquoi on parlait pas des problèmes plutôt que des solutions. Et du coup, c'était hyper précieux de la voir, dès le départ, en fait, parce que du coup, elle a vu finalement l'efficacité et l'intérêt. Elle était ravie après, franchement, elle était super contente de l'intervention parce qu'elle a vu que, même sans se focaliser sur les problèmes, on arrivait à trouver des solutions finalement. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question, Nathalie? Oui, oui, après je comprends, hein, c'est difficile en 1 heure d'expliquer, toute la richesse de ta proposition, mais tu as raison, c'est toujours intéressant, de cadrer. C'est comment on cadre sans être trop restrictif par rapport à ce que tu proposes justement, où tu dis Oui. qu'on doit être très, tu laisses libre cours à la créativité des gens, plus de ta méthode. Et je pense que tout l'art, enfin, je pense tout l'intérêt de cette méthode et d'une professionnelle ou d'un animateur, c'est de jouer entre cette créativité et ce cadrage pour aller dans le bon sens. Ben, voilà, c'est ce que je comprends. Oui, oui, c'est vrai que en fait, c'est vraiment les différentes étapes qui sont vraiment, timées, hein. C'est-à-dire que voilà, il y a tant de minutes pour, telle partie, et donc dans le cadre, on a, toute la liberté ensuite de s'exprimer. Mais finalement, le cadre permet, la réussite finalement, jusqu'au plan d'action. Et si on n'avait pas ce cadre, c'est sûr qu'on pourrait laisser les gens, rêver pendant des heures, et ça n'aboutirait pas à quelque chose de concret. Donc c'est vraiment ça qui fait, la richesse de la méthode, c'est que ça ouvre plein de possibilités, et du coup, heu, il n'y a pas de frustration en fait, c'est ça qui est intéressant parce que les gens se sont exprimés, heu, ont été reconnus dans leur expression, et on a tenu compte de leur expression, pour en tirer des actions concrètes. Et même si, leur proposition personnelle n'est pas retenue en fait, le fait qu'ils aient participé et que sûrement, leur idée quand même infuse sur ce qui va être mis en place, bah, du coup, il y a une vraie adhésion du corps social. Bon, c'est vrai qu'il faut le vivre, pour que ça soit concret, hein. C'est vraiment expérientiel, hein, ce genre de truc, et c'est toujours, plus compliqué de le restituer que de le vivre. Et moi-même, franchement, j'ai été bluffée, de l'efficacité, lors de mes animations, parce que c'est assez incroyable ce qui se passe au niveau collectif, en fait. L'émulation collective, crée vraiment, des résultats, chouettes, quoi. Et voilà. Donc, si vous voulez, je peux vous donner quelques autres exemples de sujets d'atelier. Il nous reste 5 minutes. C'est par exemple, quelle modalité de télétravail serait idéale pour nous demain? Quelle pratique managériale permettra à chacun de nous de s'épanouir et de réussir? Quelles sont les valeurs constitutives de notre ADN dont nous sommes fiers et qui nous font vibrer?
comment chacun de nous peut contribuer à notre projet d'entreprise. Voilà, c'est des exemples, hein, mais bien sûr, chaque entreprise crée